Yohann Tayeb, bonjour. Bonjour. Alors, ravi d'abord de vous avoir sur l'antenne de Tandem TV, parce que d'avoir quelqu'un d'aussi actif, je rappelle que vous êtes le responsable du collectif des Français victimes du terrorisme palestinien. Vous êtes aussi l'auteur de plusieurs articles qui étaient bien cadrés, bien reçus en tous les cas, et puis nécessaire en tous les cas de les lire. Et je vous en remercie. Je pense à cet article dans Valeurs Actuelles. Et puis vous dire aussi que nous sommes fiers de vous avoir ici sur Tandem après finalement cette double action. La première, celle de retirer cette médaille Grand Vermeil imméritée de ce négationniste de Mahmoud Abbas, et puis bien évidemment aussi de cette médaille d'honneur qui, à l'inverse, était bien méritée pour les familles des otages par la ville de Paris. Alors, c'est la citoyenneté d'honneur. Citoyenneté d'honneur, pardon, c'est bien de le préciser, effectivement, ça donne quelque chose de beaucoup plus, effectivement, installé dans la permanence, en tous les cas. Hein. Alors, finalement, la question, Yohann Tayeb, c'est l'actualité. Responsable du collectif des Français victimes du terrorisme palestinien, on est en plein dedans. Malheureusement, il y a même des procès en ce moment qui se déroulent sur cette question-là. Effectivement, est-ce on est au-delà des cérémonies, au-delà de ce retrait en septembre de la médaille Grande Vermeille de Mahmoud Abbas, est-ce qu'on est en France où on est devenu dans un espèce de condensé de n'importe quoi entre Israël, la Palestine, la France? Qu'est-ce qui se passe finalement en France et à Paris en particulier? De toute façon, on est à l'unisson de ce qui se passe en Israël. Bon, la situation en France, elle est particulière parce que en France, on a un président qui ne nomme pas les choses, qui les occulte. On a une France insoumise totalement déchaînée contre Israël et indirectement ça rejaillit ça a une incidence sur la haine d'Israël et donc et comme en France la haine d'Israël est le principal vecteur de la haine du juif, voilà, ça fait qu'on arrive depuis 2024 par rapport à 2023 à plus 1000% d'explosion d'actes antisémites en France. Mais le combat, le combat que vous avez mené pour de septembre et puis maintenant depuis le 7 octobre, il n'a pas commencé finalement voilà, dans cette période-là. Il a commencé bien avant. Et est-ce qu'on n'avait pas pris la mesure, parce qu'il y avait déjà eu des chiffres impressionnants sur l'antisémitisme, est-ce qu'on n'avait pas pris la mesure quand même que on était avec sur le haut de la marmite qui était déjà en train de bouillir de manière inconsidérée? L'antisémitisme, c'est comme la tectonique des plaques, c'est sur l'échelle de Richter, c'est une échelle qui est ouverte, hein, on ne sait pas, ça peut être 8, ça peut être 10, ça peut être 12. Voilà, c'est que malheureusement, il n'y a pas de limite dans la haine du juif. Faut espérer que on arrive à faire redescendre un peu cette haine, ces chiffres, mais c'est très compliqué et par rapport à ça, moi, à titre personnel, je suis très sceptique. Et finalement, d'être le responsable d'un collectif des Français victimes du terrorisme palestinien, c'est admettre que, de toute façon, l'importation du conflit, c'est une chose aujourd'hui acquise, malheureusement. Le terrorisme palestinien a frappé dès les années 80 en France. Donc, on n'a pas attendu la première intifada ou la seconde intifada ou le 7 octobre pour faire face à cette menace. Elle est là, elle est présente depuis les années 80. Déjà à cette époque, l'État français, sur les deux attentats, sur Copernic et sur la rue des Rosiers,
avait occulté, et on est en plein, c'est la même chose, c'est une occultation du terrorisme palestinien. On est en plein dedans et ça n'a pas changé. Isabelle? Alors moi j'ai une question un peu différente pour vous, Johan. Vous avez fait 2 actions, vous avez réussi par votre ténacité 2 actions. Et j'aimerais savoir maintenant, c'est quoi la 3e? Qu'est-ce que vous pensez pouvoir obtenir de positif, hein, même si évidemment toutes ces actions, j'ai même pas envie de dire que ce soit positif de retirer une médaille à Mahmoud Abbas, parce que c'était déjà pas, c'était tellement illogique qu'il l'est. Mais quelle est la prochaine action que vous avez envie de mener? À la sortie de ce vote historique au Conseil de la ville de Paris, j'ai proposé au président du CRIF, à Jonathan Arfi, de prolonger on va dire cette décision de Paris d'accorder la citoyenneté d'honneur. En fait, pour moi, dans mon esprit, quand j'ai commencé à mettre en place cette idée, je la voyais comme une étape. Et en fait, l'étape suivante, et il m'a dit qu'il allait s'engager en ce sens, et j'espère qu'il tiendra parole, c'est que en tant que président du CRIF, il est également le vice-président du Congrès juif mondial. Et j'ai demandé donc à Jonathan Arfi que, au nom du Congrès juif mondial, que le Congrès juif mondial appelle les grandes capitales du monde libres, donc de l'Occident, Londres, Washington, Rome, toutes les grandes capitales de pays épris de démocratie, de suivre l'exemple, on va dire, puissant de Paris, du pays des droits de l'homme, de la ville lumière, et que ça rejaillisse sur les grandes capitales du monde pour que elles aussi accordent la citoyenneté d'honneur à tous les otages du Hamas, pour que ça soit un prolongement, et surtout la citoyenneté d'honneur, c'est voulu, et même la maire de Paris, Anne Hidalgo, l'a rappelé lors de sa prise de parole, c'est une protection symbolique. Et en fait, il faut multiplier les protections symboliques. C'est de dire au Hamas, attention, ces otages sont aussi nos citoyens. C'est ça. Et il faut pas que ça soit que des citoyens israéliens. On a 3 ressortissants français parmi les otages, mais il faut que ça soit des citoyens. Il faut que ça soit des citoyens du monde et du monde libre. Donc il y a ce prolongement-là. Sinon, dans la même thématique par rapport au 7 octobre, une ONG israélienne m'a demandé d'essayer de faire retirer la Légion d'honneur un responsable palestinien, c'est Mustapha Barghouti, qui a tenu des propos ignobles, abjects. Il a nié les viols de masse du Hamas, il a glorifié les attentats, et ça serait incompréhensible, scandaleux que la France lui maintienne la Légion d'honneur dans ce contexte. Et depuis on va dire depuis début novembre, j'ai parce que en 2011 j'ai été le porte-parole du comité de soutien français à Gilad Shalit. Ça a déjà été une expérience très importante. Et à ce titre-là, en 2011, j'avais mené un combat, on va dire une guerre éclair contre les médias français. Et ça avait pris quelques semaines, mais j'avais réussi à faire plier France Télévisions, parce que je ne sais pas si vous vous rappelez, à cette époque-là, il y avait les journalistes Guéquer et Taponnier qui étaient otages, et donc on entendait tous les soirs c'est un jour de captivité de plus pour nos 2 confrères. Et en fait, à cette époque-là, il y avait 10 otages français dans le monde, dont les 2 journalistes, et les médias français ne comptaient pas Gilad Shalit dans ce décompte.
Pour eux, il était ni français, il était ni otage. Pour eux, il était un prisonnier de guerre. Un prisonnier de guerre, selon le droit international, il a des droits et un otage n'a aucun droit. Donc, je suis rentré en guerre, mais sans violence, sans haine, juste avec notamment une action coup de poing lors d'un rassemblement pour Guéquer et Taponnier. On était partis, on était 5 à peu près, mais on avait des pancartes à double face avec sur un côté Guéquer et Taponnier. Et puis de l'autre côté, on avait Gilad Shalit. Et il y avait Guéquer et Taponnier, c'était 500 jours de captivité. Et puis pour Gilad Shalit, c'était 1782 jours de captivité. Et en fait, on a attendu d'être en direct pour tourner les faces des portraits et pour dire à France Télévisions, vous avez tout fait pour ne pas montrer le visage de Gilad Shalit. Eh ben nous, on le montre. Et on vous dit qu'il est otage, il n'est pas prisonnier de guerre. Et on avait tout de suite à la fin de ce rassemblement, on avait un ami apprenti journaliste qui était venu avec sa caméra et qui avait interrogé pas mal de journalistes, Laurent Delahousse, il y avait Florence Obnas, il y avait le président de France Télévisions, Fimelin, il y avait le ministre de la Culture de l'époque, Frédéric Mitterrand, et ils étaient tous embarrassés. Et à la suite de cela, eh ben, France Télévisions a changé le décompte. Mais pour ne pas nommer Gilad Shalit, pour ne pas le nommer explicitement, mais de toute façon, moi, mon objectif, c'était pas que pour Gilad Shalit, c'était pour tous les otages français. Et donc, ils avaient adopté une phrase, on va dire, plus ou moins neutre, c'est un jour de captivité de plus pour tous les otages français dans le monde. Et en fait, moi, depuis le 7 novembre, j'ai envoyé un recommandé à la présidente de France Télévisions, Delphine Ernotte, pour lui demander de faire la même chose pour tous les otages français dans le monde. On a 3 otages français à Gaza, on en a 4 en Iran, et donc de revenir, comme on l'avait fait, comme je l'avais obtenu en 2011, de revenir à un décompte. Ce qu'il faut savoir, c'est que France Télévisions fait un blackout total sur ça. C'est très compliqué. Il y a même le CRIF qui a eu une réunion avec eux. Il y a eu une autre organisation juive qui a eu une réunion avec eux. Et en fait, ils leur ont expliqué qu'ils n'ont jamais fait ça. Et je leur ai dit à ces responsables communautaires, ils vous ont mené en bateau. Il y a des vidéos. Ils avaient fait un décompte pour tous les otages. Et donc là, étant donné qu'ils font un blocage volontaire, je dis bien que c'est volontaire, parce que ils ont d'énormes pressions de syndicats de journalistes, notamment du SNJ, Syndicat national des journalistes, que j'avais déjà eu des problèmes avec eux à l'époque pour Gilad Shalit. Ils m'ont fait passer pour un militant sioniste extrémiste parce que je défendais la cause de Gilad Shalit. Et là, j'ai décidé d'alerter, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que l'État français a un représentant au sein du conseil d'administration de France Télévisions. Donc, jusqu'avant sa nomination, c'était Aurore Berger, c'était la députée Aurore Berger. Après, elle est devenue ministre secrétaire d'État. Donc, elle a laissé son poste à une de ses collègues, la députée Céline Calves. Donc, il y a des députés qui m'aident dans ce combat, mais voilà, il faut absolument que France Télévisions prenne ses responsabilités et fasse le décompte comme on le faisait en 2011 pour tous les otages français dans le monde. Oui, finalement, donc, de tous ces combats, depuis 2011 jusqu'à aujourd'hui, et avec le 7 octobre, ce focus, ce pogrom, est-ce qu'il vous semble pas quand même qu'il y a quelque chose qui s'est passé? On a vu Aurore Berger, notamment, puisque vous en parliez tout à l'heure,
j'allais dire presque de façon étonnante, surprenante, dire en tant que ministre qu'elle allait cribler donc les associations qui avaient oublié de nommer les femmes qui avaient été harcelées, qui avaient été violentées, qui avaient été torturées en Israël lors du 7 octobre. Donc il y a quelque chose qui se passe. Est-ce que, à votre avis, le ciel commence un peu à s'ouvrir? Est-ce que les choses aujourd'hui peuvent se dire plus facilement qu'en 2011? L'horreur absolue du massacre du 7 octobre force, on va dire, les dirigeants on va dire, à faire quand même un minimum syndical attendu. Alors ça va dans le bon sens ce qu'a annoncé la ministre, mais ces subventions, ces quelques associations qui sont concernées, il faut les mettre au pas, c'est sûr. Mais ces subventions, c'est une goutte d'eau. C'est bien beau de vouloir couper ces subventions à ces associations, mais quand de l'autre côté la diplomatie française sort le chéquier à coût de centaines de millions d'euros pour financer l'UNRWA, pour financer via l'Agence française du développement des infrastructures à Gaza ou en Judée-Samarie du côté des territoires palestiniens, c'est de l'hypocrisie. Donc il faut que le gouvernement français soit cohérent. C'est soit on va jusqu'au bout et notamment là, quand je demande le retrait de la Légion d'honneur à Mustapha Barghouti par rapport à ce négationnisme des viols de masse du Hamas, on n'entend pas la ministre. Elle a été interpellée, je ne suis pas le seul. Et je tiens à saluer notamment la voix de la députée Caroline Yadan, qui, il y a quelques jours, dans une de ses interventions à l'Assemblée, a dénoncé les propos de Mustapha Barghouti. Donc, c'est pas un sujet anodin. Donc, je veux bien qu'on fasse, on va dire, qu'on sanctionne ces associations, mais si de l'autre côté, on ne va pas jusqu'au bout de cette logique et que on ne sanctionne pas aussi également les dirigeants palestiniens qui tiennent des propos horribles, de viol de masse, de glorification du massacre du 7 octobre, ça va pas du tout. Yohann Tayeb, certains, je suppose que ce ne sont pas vos amis, vous affublent du Zorro de la cause sionisto-juive. Bon, alors je ne sais pas si c'est vrai ou pas, peu importe. Moi, j'ai une cause à vous proposer. Dans quelques mois, les Parisiens, et je les plains, vont assister aux Jeux Olympiques. Et le parti politique LFI a proposé que les athlètes israéliens ne courent pas avec leurs couleurs, mais avec des couleurs neutres. Est-ce que vous pouvez intervenir, évidemment, contre LFI ou faire quelque chose pour que les Israéliens puissent d'abord courir avec leurs couleurs et participer normalement aux Jeux Olympiques de Paris? Alors, moi, je vais être clair. Les chiens aboient, la caravane passe. Il n'y aura aucune décision, sanction contre Israël de la part du Comité olympique international. Il n'y a absolument rien à craindre à ce niveau-là. Donc, et en plus de ça, Israël va briller à Paris. C'est une certitude. Et en plus de ça, on va avoir l'équipe d'Israël de football, l'équipe des jeunes qui vont peut-être tomber contre la France, et ça serait un beau message et un puissant message envoyé que voilà, qui est par exemple une rencontre entre la France et Israël en football avec peut-être Mbappé contre Israël pour la compétition. Je n'ai aucune crainte. Par contre, la crainte par rapport à ces Jeux Olympiques, c'est comme on a pu le voir lors de la Coupe du Monde au Qatar, ça va être l'instrumentalisation dans les stades et en dehors. C'est le problème des drapeaux.
Il pourrait même y avoir des athlètes de pays arabes qui seraient susceptibles de sortir des drapeaux. Bon, peut-être que d'ici là, le conflit sera réglé, Israël aura peut-être Bezrat Hashem récupéré les otages et donc on n'en sait rien. Mais si le conflit perdure jusqu'aux Jeux Olympiques, le gros problème, il va être dans les stades et en dehors. Je ne sais pas si au niveau des responsables de la communauté juive, moi lorsqu'il y a eu la Coupe du Monde au Qatar, j'ai alerté les responsables de la communauté. Je leur ai dit, il faut pas sous-estimer cette capacité de nuisance qui pourrait se reproduire lors des Jeux Olympiques. C'est une certitude. Et ça, c'est une véritable menace. Il faut pas la sous-estimer, cette menace, parce que ça, on va dire, ça relativise. C'est une forme de soutien. On a bien vu que même pendant la Coupe du Monde, il y avait beaucoup de touristes étrangers qui étaient tout contents de porter le drapeau palestinien, de porter le kéfier, ces choses-là. Bon, on a appris après coup que le Qatar a participé financièrement. Ils ont acheté beaucoup de drapeaux, beaucoup de kéfiers, ils les ont offerts à l'entrée des stades. Et voilà, donc il faut vraiment faire attention à ce niveau-là, et j'espère que les responsables communautaires auront alerté les pouvoirs publics français sur ce problème, parce que ça va être très difficile à gérer. Et vous pensez réellement que le SPCJ, parce que vous parliez des institutions communautaires, donc son organisation de protection qui est le SPCJ, va pouvoir faire quelque chose pour éviter des drapeaux palestiniens pendant la compétition olympique? Non, le SPCJ, c'est la protection des événements de la communauté. C'est pas le SPCJ qui sera en charge de régler ça. Ce sont les organisateurs. Ça va être dans les stades, dehors, sur les fan zones. Il va y avoir beaucoup de fan zones et il va y avoir une instrumentalisation politique des fan zones, et c'est tous ces dispositifs-là qu'il faut une surveillance, des contrôles pour éviter qu'on se retrouve avec des centaines, des milliers de drapeaux palestiniens. Ça serait une catastrophe. Ben, écoutez, je vous souhaite bonne chance, parce que je vois pas comment ça sera possible, mais enfin bon. Bah oui, c'est un véritable défi. C'est un véritable défi, et voilà, il y a très peu de moyens de régler ce problème-là, mais il faut quand même que les pouvoirs publics soient alertés sur la question, quoi. Mais il semblerait qu'il devrait l'être, puisque avec la FIFA qui a été sollicitée par l'Iran pour que Israël puisse être exclu de la compétition, on voit les basketteuses irlandaises et surtout plus important, plus grave, je trouve, pour ma part, que la fédération elle-même de basket qui se tourne le dos pendant l'hymne israélien. Je veux dire, on est avec des lanceurs d'alerte là qui sont. Non, les signaux sont alarmistes. Il y a par exemple la Fédération internationale de hockey, je crois, William, qui a complètement interdit la sélection d'Israël. C'est un scandale. Bon, Israël là, elle est en guerre, elle est plus préoccupée sur le terrain, et je pense pas que ça soit leur priorité d'être, on va dire, en alerte sur l'instrumentalisation politique qui va être faite des Jeux Olympiques. Mais voilà, les signaux ne sont pas bons, et malheureusement le sport est une caisse de résonance médiatique ultra puissante, et ils l'ont bien compris. Quand ils ont fait, par exemple, le massacre des JO de Munich, c'est pas pour rien, parce qu'ils savaient que c'était une caisse de résonance ultra puissante pour imposer la cause palestinienne par la force, par le sang. Et bon, là, ils vont essayer d'instrumentaliser les Jeux Olympiques
en utilisant le BDS. Il va y avoir beaucoup d'appels au boycott au niveau sportif d'Israël, mais je reste confiant sur, on va dire, l'intransigeance Des fédérations. des organisations, Oui. de la FIFA, notamment de la FIFA, pour que Israël ne sera pas inquiété. On va dire la seule contrepartie, le seul problème par rapport à la situation actuelle, c'est que Israël est obligé de jouer ses matchs à l'extérieur. C'est embêtant au niveau de l'éthique sportive parce que ils perdent le soutien de leurs supporters qui peuvent influer sur le match. Et voilà, mais malheureusement depuis très longtemps, à chaque fois qu'il y a des grandes guerres entre Israël et le Hamas et les groupes terroristes, très souvent on oblige à Israël à jouer ses matchs à l'extérieur, et c'est vraiment pénalisant sur le plan sportif. C'est la double peine pour Israël parce que Israël, normalement à l'origine, a été dans la zone Asie. Oui. Après, il y a eu les boycotts successifs. On a fait tous les continents. Et maintenant, on se retrouve sur la zone Europe, mais on nous interdit de jouer à domicile. On est obligé d'aller jouer dans des matchs, dans des stades vides, ultra bunkérisés. Voilà, c'est très pénalisant. En tous les cas, il y a quelque chose de rassurant. C'est d'abord cette combativité qui ne vous quitte pas, parce que quand même, depuis un certain temps, vous êtes au front, et ça c'est bien. Et puis aussi l'envergure que vous avez décidé de donner à cette citoyenneté d'honneur auprès de toutes les capitales. Je rappelle donc ce projet que, à l'instar de Paris, à l'image de Paris, eh bien, d'autres capitales de l'Occident, de ces pays libres en tous les cas, où règne la démocratie, eh bien, puissent effectivement donner la citoyenneté d'honneur, qui n'est pas simplement un acte pour Israël, mais c'est un acte pour l'universalité. Et c'est important, effectivement, que ce soit dit, que ce soit répandu. Et c'est peut-être un moyen aussi de mettre un parapluie sur ce qui pourrait nous attendre avec le CIO, avec les Jeux Olympiques ou avec d'autres rencontres sportives. Déjà, on a obtenu que la porte-parole du CIO, des Jeux Olympiques à Paris, soit écartée, alors qu'elle avait écrit des choses absolument terribles. L'ambassadrice. Voilà, l'ambassadrice. Donc, félicitations pour votre combativité, félicitations pour votre travail, et surtout, très bonne chance pour vos projets de citoyenneté d'honneur dans les grandes villes libres du monde, pour les otages. Merci beaucoup. Merci aussi pour ce collectif des Français victimes du terrorisme palestinien, qu'on puisse en parler. En tous les cas, ici en Israël, on y est sensible. On est sensible à ce qui se passe ailleurs. Merci beaucoup, Yohan Tayeb. Merci. C'est moi qui vous remercie. Merci Isabelle. Merci William.